Bonjour. Bon, il est 14 heures passées, donc on va commencer. J'ai vu qu'il y a quelques gens qui ne sont pas revenus, quelques sièges libres. J'espère que ce n'est pas pour le titre, ou c'est plutôt qu'ils n'ont pas réussi à se réveiller après la sieste. Donc moi, je suis Fabien. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait chez nous, à Lyon, avec des observables, parce que c'est le thème de la journée. Donc pour ceux qui font du Twitter, du GitHub, voilà mon handle. Donc je vais vous parler un petit peu au début de contexte, hein, qu'est-ce qu'on fait, d'où je viens, dans quel endroit je travaille. Ensuite, je vais vous parler un peu de notre architecture de monitoring, enfin une partie de l'architecture. Je vais donner pas mal de détails d'implémentation. Je vais essayer de tout traiter, parce que je ne sais pas exactement combien de temps ça va prendre, mais de toute façon, ça va prendre maximum 50 minutes, je pense. Ensuite, j'ai essayé de faire un petit retour d'expérience sur les choses qui me paraissent importantes dans l'aventure l'aventure personnelle, parce qu'au niveau monitoring, ce qu'on fait chez nous, c'est surtout moi qui le fais pour la partie métrique et log. Donc voilà, ce qui me semble intéressant. Alors, ne le prenez pas comme quelque chose d'absolu, de parfait. Mais voilà, c'est mon retour d'expérience personnelle. Et puis, qu'est-ce qu'on pense faire pour l'avenir? Alors, le contexte, c'est celui-là, principalement. Donc, c'est le LHC. Je pense que pas mal de gens ont entendu parler du grand collisionneur de Hadron, qui se trouve, donc, comme la photo le montre, à cheval entre la Suisse, donc le lac Léman, et la France. Donc, l'idée, c'est des physiciens, plusieurs milliers de physiciens dans le monde entier qui travaillent sur les données produites par cet énorme anneau jaune qu'on voit sur la photo, qui est un tunnel enterré de 27 km de circonférence, et dans lequel il y a 4 grandes expériences. Donc c'est 4 grands détecteurs, 4 grands appareils photo gigantesques qui sont enterrés aussi, qui se trouvent sur le chemin des protons. Donc les protons, on les envoie dans un sens et dans l'autre, et à certains endroits où il y a ces détecteurs, on a des collisions. Et donc, les physiciens, ils s'intéressent à tout un tas de sujets. Moi, je suis physicien de formation, mais voilà, ces sujets me dépassent, surtout vu les études comme c'est loin derrière. Bref, ils cherchent pas mal de choses en physique, notamment ce qui les intéresse le plus, c'est le modèle standard, plus généralement d'où on vient, comment a commencé l'univers, le Big Bang, tout ça. Donc, ça commence dans ces grands détecteurs qui sont enterrés à 100 mètres du sol. Donc là, il y en a une en photo en haut à gauche. C'est Atlas. Donc Atlas, c'est un des plus grands. Donc il se trouve dans une caverne qui est la caverne artificielle la plus grande au monde. Donc on peut mettre l'Arc de Triomphe dedans pour que les Parisiens aient une idée de la taille. Et donc ce grand détecteur, sur la photo, on ne voit pas bien. On voit un petit bonhomme au plein milieu là. Bon, c'est un panoramique. Donc les données commencent ici, parce que c'est là où se collisionnent ces protons ensemble, qui font finalement des grosses explosions qu'on essaie de mesurer en prenant une photo instantanée de ce qui se passe. Et donc on a des milliards d'événements qui se produisent toutes les secondes, et on a plein de câbles, plein de détecteurs, énormément d'électronique, ce qu'on voit sur la deuxième photo en bas à gauche. Donc ça, c'est la collecte, hein, c'est le data acquisition qui est très compliqué. C'est vraiment un défi incroyable, pas seulement parce que les détecteurs sont énormes, parce que les technologies sont très, très récentes, mais aussi parce qu'on fonctionne à plus froid que moins 270 degrés. Et donc les détecteurs, les appareils que l'on conçoit pour prendre des mesures, ils doivent fonctionner à ces températures-là. Et donc on a plein de choses, de défis technologiques qui se posent. Ensuite, tous ces événements-là, on les enregistre. Donc les détecteurs les enregistrent. Et donc il faut les envoyer quelque part. Donc c'est la colonne du milieu. Hein. Et comme il y en a trop, on verra tout à l'heure pourquoi, il y en a beaucoup trop qu'on puisse traiter par notre technologie actuelle. Donc on les filtre. Donc on va filtrer ces événements. On va en gros en retenir un sur 10 millions, je crois. On les filtre selon les lois de la physique, parce qu'on sait qu'une collision donnée on connaît déjà ce qui se passe dans cette collision,
C'est tout simplement un procédé qu'on connaît déjà. Il n'y a pas des nouvelles particules qui apparaissent, donc ça ne nous intéresse pas. Donc celles-là, on ne va même pas les enregistrer sur le système. Par contre, certaines autres, on va les enregistrer. Donc ça, c'est le filtrage. Et après, même filtré, on va quand même encore avoir une quantité d'informations énorme que l'on devra traiter dans des centres de calcul, donc comme un des centres de calcul où je travaille. Et c'est pour ça que j'ai représenté le globe. Donc sur cette photo, vous voyez en fait le globe avec un peu tous les centres de calcul qui se trouvent un peu éparpillés dans le monde et qui permettent de traiter cette masse de données. Et seulement après, une fois qu'on a fait ça, qu'on a collecté, filtré, traité, on arrive à reconstruire ce qui s'est passé dans une de ces collisions. Donc c'est ce qui est représenté par l'image 3D en bas à droite. Alors ça, c'est ce qu'on a au niveau des détecteurs. On a 1 milliard de collisions par seconde, un peu moyen 900 millions. Sur le détecteur le plus gros, un événement, c'est 1 mégaoctet. Donc ça peut paraître petit, mais à 1 milliard de collisions par seconde, ça fait un pétaoctet par seconde. Voilà. Un pétaoctet par seconde, c'est beaucoup. On n'arrive pas à le stocker comme ça. Donc comme je vous parlais, il y a le filtrage, il y a ce qu'ils appellent les triggers. Heureusement qu'il y a le trigger qui va jeter tout ce qui ne nous intéresse pas, qui va laisser plus que 1 gigaoctet par seconde. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que de nos jours, ça ne fait plus trop peur. 1 gigaoctet avec les SSD et tout ça. Alors, pour traiter tout ça, je vous ai dit, il y a tous les centres de calcul. Donc là, il y a une carte sur laquelle je peux éventuellement zoomer, mais je ne devrais pas le faire parce que ça va sûrement pas marcher. Si le stream ne marche pas, c'est que Internet ne marche pas. Bref, on a la planète ici, et ici, on a les différents centres de calcul. Donc, il y a le réseau, donc, ce qu'ils appellent le WLCG, c'est le Worldwide LHC Computing Grid, comporte des sites de différentes tailles. Alors, vous avez le tier 0 ou 2 tiers 0, c'est les centres de calcul de premier niveau qui se trouvent en Hongrie, mais franchement, avec le touchpad, j'y arrive pas, c'est pas grave. On a ceux de premier niveau qui sont nous, on en fait partie, il y en a 13 ou 14, donc il y a Lyon. Et après, il y a les centres de deuxième et de troisième niveau qui ont tous des responsabilités différentes. Les plus importants, c'est tier 0, tier 1, qui stockent la totalité ou une partie des données brutes et des données ensuite traitées. Donc, le centre de calcul de Lyon, c'est ce machin-là, le centre de calcul de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du Centre national de la recherche scientifique. Donc clairement, on n'est pas là pour vendre des choses, parce que sinon on aurait un autre nom. C'est ça. Donc en haut à gauche, c'est la photo prise d'avion et retransformée en 3D par nos chers amis chez Google Maps. Les autres, c'est des vraies photos. Donc c'est ça. C'est à Lyon, on a 2 data centers. Et depuis 1986, on est à Lyon, donc on est des dinosaures de l'informatique, qui va peut-être vous expliquer certains choix techniques qu'on a, qui sont encore un peu vieux. Mais on est vieux, mais on est là depuis 86. Donc, et en fait, on est là depuis plus longtemps. Avant, on était à Paris. Avant 86, on était à Paris. Ça s'appelait le Centre de calcul de physique nucléaire. Donc, 86, c'est l'époque de l'invention d'IMAP, l'IETF, première annonce de sortie de AX, on a encore des AX, et de MS-DOS. On a un MS-DOS, mais il est au musée. Bon. Donc on a deux data centers. Je n'ai pas voulu parler de mégawatts, parce que sinon mes collègues du live stream qui suivent le live stream vont froncer les sourcils. Mais on a quand même, parce qu'en euros c'est plus facile, je ne peux pas me tromper, on a 800 000 euros de facture d'électricité tous les ans. Et en plus on ne paye pas cher, on paye beaucoup moins cher qu'en particulier. On a 2000 serveurs bare metal, en gros, 36 000 cœurs de calcul qui permettent justement au WLCG de calculer les trajectoires des particules, tout ça, tous les trucs que je ne comprends pas. On a une robotique qui a une capacité maximum de 340 pétaoctets, donc le tiers d'un hexaoctet, dont 65 sont actuellement alloués, 65 pétaoctets. On a 50 pétaoctets sur disque, et puis on a des liaisons. Voilà, on a toutes sortes de liaisons, 400 gigabits entre les deux salles machines, 20 gigabits directement avec le CERN, parce qu'on a des liaisons aussi dédiées.
hein, qui permettent au CERN de nous envoyer ce gigaoctet par seconde, même s'il y a des embouteillages sur le live stream. Donc tout ça, c'est la physique. C'est tous les trucs dont je ne vais pas vous parler, parce que là, j'arrête de parler de ça. C'est des données scientifiques, hein, et les 60 pétaoctets, ce n'est pas pour du monitoring. Nous, ce qui nous intéresse ici pour ce talk, c'est les données qui proviennent de nos data centers, donc, qui sont finalement du bruit produit par les machines qui servent aux physiciens de travailler, qui leur servent à faire leur recherche. Et donc, pour ça, en chiffres, donc tout de suite c'est moins impressionnant, on a à peu près 100 millions de logs par jour, ou 1 milliard de métriques. Donc si on compare au nombre d'événements au LHC, c'est un jour, 86 400 secondes fois moins que le LHC. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Donc juste pour fixer les idées, c'est pour ceux qui se demandent ce qu'on a comme log, on a des logs comme tout le monde, des erreurs, du kernel Linux par exemple, du Home Killer, le fameux Home Killer, c'est un exemple comme un autre. Et on a des métriques, quelques exemples ici, le CPU utilisé sur une machine, combien il reste de place dans SlashVar. Et donc, le cahier des charges qu'on avait pour monter cette plateforme qui gère ce genre d'événements, c'est ce milliard de métriques par jour. On avait besoin d'une rétention de 1 an pour les logs, donc ça c'est pour des raisons légales. Pour des raisons pratiques, c'est pas vraiment utile. Rarement on va plus loin que 1 ou 2 mois, mais pour des raisons légales, on doit garder 1 an. Pour les métriques, il n'y a pas vraiment de loi, je crois. En tout cas, on voulait de préférence garder tout, mais pendant une longue période, parce qu'il y a quand même des métriques haut niveau. Hein. On a parlé ce matin de métriques business, qu'on aimerait garder longtemps pour voir l'évolution, pour faire du capacity planning, etc. Donc on voulait une bonne résolution, ou la meilleure résolution possible, selon ce qui est possible avec le matériel et la technologie qu'on a, sur au moins 10 ans. L'accès devait être sécurisé, donc SSL, hein, on veut que tout soit chiffré. Au CC, on utilise Kerberos pour l'authentification, donc on voulait que ça marche avec Kerberos, et que ça marche aussi avec notre single sign-on actuel, donc il se trouve qui est CAS, mais bon, ça va bientôt changer, mais voilà, c'était un des points qu'on voulait aborder avec la solution. Et la consultation devait être simple, facilitée, donc via le web, et aussi donc pour les humains, et aussi pour les machines via les API. L'implémentation devait se faire sur site, ça c'est pareil, c'est une contrainte, on ne peut pas se permettre de mettre ça chez Amazon ou autre. Ça devait s'intégrer, ça y est, je ne sais pas ce qu'il me fait là. Désolé, en espérant que ça ne se reproduit pas. Donc on voulait s'intégrer avec l'existant étant, alors on utilisait Nagios, on l'utilise toujours. On voulait s'intégrer avec les outils dans lesquels on avait investi pas mal, CollectD, Syslog. On voulait que ça grandisse avec l'infrastructure, parce qu'on est censé grandir avec le LHC. Et lui, il ne marche plus, c'est super. Je suis désolé. Voilà. Donc l'architecture, en gros, on a opté pour un modèle de type lambda, dans lequel il y a 2 types de flux. En fait, il y a un flux qu'on appelle le speed layer, hein, c'est le flux rapide dans lequel on veut faire passer les alertes, les choses comme ça, les choses qui nécessitent un temps de réaction très court, très rapide. Et le batch layer qui nécessite un temps de réaction, on s'en fiche, mais par contre on veut stocker les données sur du long terme pour pouvoir faire de l'analyse post-mortem, etc. Donc on est sur ce modèle-là. Dans les détails, donc pour les use cases de ces 2 batch layers, je viens d'en parler. Batch layer, c'est analyse post-incident, planification de capacité, etc., accounting. Speed layer, c'est plus alerting, notification, etc. Donc juste pour faire un bond en avant dans la présentation, au niveau des front-end, pour bien fixer les idées, le batch layer, en gros, c'est l'équivalent de Kibana, quoi. On va aller chercher dans les logs, ou de Grafana pour aller revenir dans le temps, voir la valeur des différentes métriques il y a quelques temps. Et le speed layer, ça va être une interface temps réel où les choses arrivent très rapidement.
Donc l'archi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en gros, à gauche, vous avez les clients, donc qui sont installés sur ces 2000 machines, voire plus. Donc pour tout ce qui est métrique, on a CollectD. Donc tout est collecté avec ce logiciel-là, CollectD. Et pour les logs, c'est syslog NG qui va collecter les logs et les envoyer dans un système central. Et les deux mécanismes, que ce soit log ou métrique, ils vont au final finir dans Elasticsearch. Donc nous, on met tout dans Elasticsearch. On n'a pas vraiment de TSDB dédié. Alors, on pourra en discuter plus tard en privé si vous voulez savoir quelles étaient les motivations pour ce choix-là. En gros, on a donc ce data store central pour tout ce qui est batch layer. Et pour tout ce qui est speed layer, on va avoir des liens directs avec les systèmes d'alerting ou d'abonnement en temps réel. Et on va avoir un peu de processing un peu de partout. Donc on va avoir du pattern matching pour les logs, de l'agrégation, de l'enrichissement de métadonnées pour les métriques. Pour l'infra physique, pour cette plateforme, on va avoir des VM, principalement pour tout ce qui est syslog et Riemann. Et on va avoir du bare metal pour tout ce qui est Elasticsearch. Parce qu'il vaut mieux quand même. Mais ça reste assez léger comparé à tout le reste. Mais on a quand même réussi à acheter du matériel dédié pour le monitoring, ce qui n'est pas toujours évident dans le monitoring. Alors un peu de détails de config. Alors pour CollectD, parce que faut quand même montrer un peu de technique dans tout ça. Pour CollectD, on utilise donc, je ne sais pas si tout le monde connaît bien CollectD. En gros, ça peut vraiment collecter tout et n'importe quoi. Il y a comme on dit, là où je viens, il y a une chier de plugins qui permettent de collecter des métriques. Et nous, on utilise le transport qu'utilise Riemann. Donc Riemann, j'en parlerai un peu plus tard. En gros, c'est du protobuf. Donc on envoie tout à un ou plusieurs serveurs centraux. C'est le plugin qui est utilisé ici, c'est le plugin Write Riemann. Et on en reviendra plus tard, mais vous voyez déjà, on rajoute quelques métadonnées ou tags ou labels dans le lot, comme l'OS utilisé sur la machine, l'endroit où elle se trouve, etc. Pour syslog-ng, ça va ressembler à ça. Pour syslog-ng, on utilise on utilise un rebond. On n'envoie pas directement au back-end. Il y a deux manières de faire. Nous, pour l'instant, on utilise le protocole syslog RFC 5424 qui permet d'envoyer plein de clés valeurs. Dans les nouvelles versions de syslog-ng, on peut utiliser la destination syslog-ng, qui est bien pratique, qui permet vraiment d'envoyer toutes les métadonnées et tout. C'est très pratique. Je vous conseille ça si vous utilisez syslog-ng. Pour le batch layer, ensuite, comment on va stocker dans le back-end, on utilise une destination native de syslog-ng qui s'appelle Elasticsearch 2 pour la version 2 qui est super récente, vu que la 3 et la 4 n'ont pas existé. Donc voilà, on utilise la destination, comme vous voyez, c'est load balancer parce qu'on peut donner tous les serveurs. C'est en HTTPS, donc on voulait que tout soit sécurisé, ça l'est. On utilise, voilà, ça c'est quelques exemples d'options qu'on utilise. Le speed layer, on utilise Riemann, comme je vous ai dit, donc on envoie tous les logs à un serveur Riemann. Alors juste pour la petite histoire, le mode HTTPS a été implémenté de chez nous, pour syslog-ng. Pour le batch layer, on peut aussi, donc pour les métriques, ça c'était pour les logs, pour les métriques, on va utiliser un logiciel qu'on a développé qui s'appelle Sampler, qui est un plugin Riemann. Donc c'est cette conf-là. Je passe rapidement, c'est plus pour référence ensuite pour vous si ça vous intéresse. Pour le speed layer, donc c'est Riemann qui va gérer le speed layer grâce à cette ligne de config. Donc en gros, Riemann, le serveur Riemann va démarrer un serveur WebSocket. Donc c'est un serveur qui écoute sur lequel on peut envoyer un abonnement. On envoie une requête d'abonnement. Je veux m'abonner à un flux qui concerne telle métrique ou tel log, et il va me l'envoyer via des WebSockets. Donc ça, c'est pour la partie speed layer. Pour les notifications, pour l'alerting, comment on fait? Alors l'alerting, on peut dire ce qu'on veut, les logs, les métriques, il faut quand même les traiter un peu différemment.
même si derrière la technologie qu'on utilise, finalement, elle fusionne. On utilise un peu les mêmes back-ends de nos jours. Pour les notifications, on va utiliser quelque chose qui est très évolué, ça s'appelle des seuils. Donc, par exemple, ici, nous avons un seuil défini sur une métrique qui va déclencher une alerte. Et pour les logs, on utilise du pattern matching. Donc, on a un certain nombre de règles qui ne sont pas des regex, mais la fonction est la même, qui vont matcher ou pas certains messages et qui vont ensuite les transférer, notifier les personnes derrière. Donc, pour collecter, on utilise le plugin Thresholds, qui est bête et méchant, hein. C'est ce qui a été dit avant. On a un seuil warning, un seuil failure, et puis voilà, pour chaque métrique. Et pour les logs, on a un truc un peu barbare qui n'est pas du regex, mais qui est aussi barbare que du regex, qui s'appelle du pattern DB. On a plein de patterns comme ça qui vont nous permettre d'être notifiés si jamais il y a un message ou un autre, ou une corrélation de messages. Pour la partie syslog-ng, donc pattern DB, c'est la partie analyse de log, pattern matching. Ça se présente sous cette forme-là. On a juste un parseur qui s'appelle un DB parseur, dans lequel auquel on fait référence à un fichier qui contient toute la liste des motifs. Donc l'avantage de pattern DB, c'est pas du regex, donc ça scale très bien, contrairement à du regex, et contrairement à Grok aussi. Donc la performance est indépendante du nombre de motifs, donc on peut avoir 3 millions de motifs, ça va être très facile à gérer. La structure, c'est un peu hiérarchisé, on a des lots de règles, des patterns, des motifs, et puis des parseurs qui composent les différents patterns. Et on va aussi avoir des actions qui permettent de déclencher des choses. L'idée derrière pattern DB, c'est ce qu'ils appellent l'artificial ignorance. Donc c'est l'AI, hein, pas la même, qui dit en fait, voilà, finalement tout ce que je match, ça ne m'intéresse pas parce que je le connais déjà. C'est tout ce qui ne matche pas qui va m'intéresser. C'est les unknowns, les fameux unknowns dans le monitoring. Et un des gros avantages de pattern DB, c'est qu'il y a des tests unitaires intégrés. Et ça, c'est vraiment une grande force, surtout avec des déploiements automatisés, à l'époque où il y a plein de gens qui vont taper dans le système, qui vont rajouter des règles. Bon, en pratique, il n'y a que moi, mais c'est la théorie. Et donc, il y a des tests unitaires intégrés, c'est-à-dire que pour chaque règle, on va ajouter des messages qui matchent cette règle. Et donc, à chaque fois qu'on va changer la conf, il va vérifier si chaque message qui est dans la conf matche bien son pattern pour lequel il est destiné. Le problème, c'est que c'est du XML. Mais heureusement, il y a Puppet. Donc, grâce à Puppet, ça devient du YAML. Mais puis le YAML, c'est quand même vachement mieux. Sampler, qu'est-ce que c'est Sampler? Alors, je vous ai dit qu'il fallait garder 10 ans. Je voulais garder 10 ans les métriques, sauf que 10 ans de métriques, c'est beaucoup. C'est 3000 milliards de points pour ce qui nous concerne. Donc, bon, même si on arrive à le stocker, il faudrait des tonnes de disques, des tonnes de nœuds. Et les queries dureraient 3 ans, et donc on n'a pas besoin de ce truc-là, parce que la réponse, quand elle arrive, on sera déjà parti. Alors en 2018, s'il vous plaît, dites-moi que j'ai tort, mais pour moi, il n'y a toujours que 2 solutions. Il y a RDTool. RDTool, bon, on utilise encore RDTool pour l'ancien système, mais que j'ai arrêté il y a 3 jours. Ou on nettoie, on efface les anciennes données. Donc, alors, pour l'instant, dans les autres TSDB, il y a des solutions qui existent, mais bon, je ne suis pas convaincu. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a développé Sampler. Qu'est-ce que fait Sampler? Il fait la même chose qu'RDTool. Sauf qu'il le fait, il écrit dans Elasticsearch derrière. Donc, on n'a plus de fichier RD. Youpi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On collecte les données, disons, dans cet exemple, je ne sais pas, toutes les 5 secondes. On les envoie donc à Sampler. Et Sampler, qu'est-ce qu'il va faire? Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ne se rappellent plus, je peux plus comprendre qu'ils ne se rappellent plus, RDTool, c'est quand même vieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va stocker les données, mais à différentes précisions dans le temps. Il va downsampler, mais dans différents intervalles. Donc, par exemple, il va stocker les données avec 30
une résolution de 30 secondes sur 2 jours. Ça va prendre 1 Tera de disque. C'est cool, parce qu'en fait, tous les 2 jours, on va jeter ces données-là, parce qu'on en a d'autres. On a celles qui sont à 15 minutes de résolution, qui ont gardé 1 mois, qui font 1 Tera de disque aussi, et ça ne change pas. Et aussi sur 1 an, si on veut, sur 10 ans, on va aussi stocker à une résolution de 3 heures. Ça va prendre 1 Tera aussi. Donc là, on a un système qui ne grandit pas dans le temps. Et il fait ça quand la donnée arrive. Donc il reçoit les données, et en mémoire, il garde ces intervalles de temps, et il calcule la moyenne, ou le minimum, ou le maximum, ce qu'on lui dit de faire, sur ces 3 périodes, ou ces 5 périodes, ou ces 12 périodes. Si vous voulez 12 périodes, vous pouvez le faire. Donc c'est exactement ce que fait RDTool. C'est comme ça que RDTool y arrive à stocker des informations sur 10 ans sans jamais grossir. Donc on a juste piqué l'idée de Tobias Oettinger, et on l'a appliqué sur une base de données moderne. Donc l'idée, c'est quoi? C'est l'utilisateur, il va faire un query. Il va dire, je veux les données pour telle métrique entre telle date et telle date. Et grâce au travail préalable de sampler, il va lui renvoyer les données sous différentes résolutions. Si on ne va pas très loin dans le temps, on a la courbe verte, c'est toutes les 30 secondes. Si on va un peu plus loin en arrière, on a toutes les, je ne sais plus ce que j'ai dit, 15 minutes, etc. Donc c'est transparent pour l'utilisateur. En l'occurrence, nous, c'est Elasticsearch. Derrière, donc vous reconnaissez par exemple des requêtes. Donc si on fait un search sur le 28 août, on tombe sur des données récentes du 29 août, etc. Et c'est transparent. L'idée, c'est que c'est transparent pour l'utilisateur. L'espace disque ne grossit pas. C'est pour ça que vous avez le dent de scie, parce qu'en fait, on a ces différentes index. On a l'index journalier qui est là, on a l'index au mois qui est là, et on a l'index à l'année qui est là. Donc c'est des index Elasticsearch différents. Et du coup, ici, on voit Sampler qui a effacé tout simplement un index. L'index, le suivant, il grossit. Quand on arrive à 2 jours, il efface, etc. Et donc l'augmentation lente que vous voyez ici, elle est due à l'index de l'année, quoi, qui, pareil, fait une dent de scie, mais sur l'année. Donc on a ces différents intervalles qui, finalement, font en sorte que le disque ne grossit jamais. Alors là, c'est tout petit, je ne sais pas si vous allez voir, c'est la conf. Donc je définis mes intervalles de temps. Là, j'en ai 3, comme dans l'exemple que j'ai pris. Je définis mes durées de rétention et je définis la précision à laquelle je veux garder les données. Et l'avantage de ça, toujours encore une fois, c'est quand je fais mes requêtes dans Grafana, je me contrefiche de savoir si je tape dans les données de résolution élevée ou basse, c'est lui qui se débrouille et qui m'envoie les données, les meilleures données possibles qu'il a. Donc voilà l'URL, c'est sur GitHub, donc si ça intéresse quelqu'un, s'il vous plaît, regardez, contribuez, c'est quelques lignes de code en Clojure. Donc par rapport à RDTool, qu'est-ce qu'on gagne? On est distribué. Alors RDTool, on peut le distribuer. On peut mettre des fichiers RDTool un peu partout, faire des HTTP redirect. On peut faire plein de choses, mais c'est un peu pénible quand même. Les cfunc dans RDTool, donc minimum, maximum, average, elles sont prédéfinies, alors que dans Sampler, vous pouvez définir votre propre fonction, qui vous est propre. Des fois, le minimum ne nous intéresse pas, on veut autre chose. Alors il vaut mieux prendre une fonction qui est indépendante de la durée, comme minimum, maximum. Genre la médiane, ça va être difficile. En prime, vous pourrez peut-être me corriger, mais je ne crois pas que dans RDTool, quand il nous sort le maximum, on a la date à laquelle il y avait le maximum. Ça, on l'a. On a aussi toutes les métadonnées qui allaient avec, au moment où il y avait le maximum. Et aussi le step, on peut le modifier quand on veut. Dans RDTool, on ne peut pas. Il faut effacer, réindexer à la RDTool. Et c'est super flexible parce que ça utilise Clojure. Donc ceux qui connaissent Imperiman, c'est écrit en Clojure, donc c'est un langage de programmation. C'est même pas. Donc c'est aussi bien sûr Turing complete, mais c'est carrément un langage de programmation. Donc on est vraiment dans un autre paradigme qu'un DSL quelconque. Les alternatives, j'en ai parlé. J'ai dit qu'il n'y en avait pas. Alors il y en a. InfluxDB, il sait faire des continuous queries. Donc en fait, vous allez downsampler
offline, quoi. De temps en temps, il fait des queries, il va lire les données, il va les réécrire en prenant moins de place. Elasticsearch, on a les roll-up maintenant, c'est tout nouveau. Et Prometheus, de toute façon, c'est pas fait pour le long terme, mais voilà, il y a des choses quand même qui existent. Donc Elasticsearch, on l'utilise un peu partout. Voilà, juste quelques détails. Hein. Je vous ai déjà dit dans syslog-ng comment on faisait pour envoyer dedans, dans Riemann. Je vais parler un peu des différentes briques de base qu'on utilise pour Elasticsearch. Donc Curator, forcément, parce que là, je vous ai montré pour les métriques, comment on faisait pour garder sur une longue période. Le problème de log, des logs, c'est qu'on ne peut pas faire une moyenne d'un log ou une médiane ou un minimum d'un log, c'est du texte, donc on a un peu mal, quoi. Donc le seul moyen, c'est d'effacer. Au bout d'un an, on efface, on drop. Donc on utilise Curator. Donc voilà un exemple donc, pour dire qu'on garde un an. On utilise SearchGuard donc pour sécuriser Elasticsearch. Donc SearchGuard, c'est le top. Alors, pour les grandes fonctionnalités de base, c'est open source et gratuit, forcément. Et si on veut des fonctionnalités avancées, il faut payer pour la version entreprise, mais qui est franchement, c'est pas cher, quoi. Et vous ne payez pas par nœud, vous ne payez pas par cluster, si vous scalez, votre portefeuille, il n'a pas besoin de scaler, quoi. Donc c'est vraiment bien. Et en plus, les features dépassent largement de celles de Xpack, qui est la solution de Elastic. Voilà, donc tous les features qu'il y a. Je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà, notre cahier des charges rentrait là-dedans. Comment ça marche? C'est un plugin Elasticsearch, donc toutes les requêtes sont interceptées par le plugin. Donc, au lieu de faire HTTP 0.2.9200, on fait HTTPS 0.2. Rien ne change pour l'utilisateur. Par contre, derrière, c'est SearchGuard qui répond, qui traite la demande, qui a un système, donc, qui a des systèmes de plugins pour l'authentification et l'autorisation. Et ensuite, il s'adresse à Elasticsearch directement. Donc, c'est vraiment intégré parfaitement, quoi. Ça marche du feu de Dieu et je peux que vous le conseiller. Et c'est devenu très simple à installer. Là, c'est juste le copier-coller de la doc pour l'installer. Hein, forcément, il faut faire un full cluster restart pour l'installer. Mais ça reste vraiment très simple. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ça l'est devenu. Et maintenant, il y a même un JUI pour ceux qui aiment bien les clicodromes, pour tout ce qui est ACL. Donc la conf Elasticsearch, pour SearchGuard, il y en a juste des clés en plus. Des clés contenues dans le namespace SearchGuard. Donc ça, c'est un extrait de notre conf qui montre qu'on utilise Kerberos. Et donc la conf SSL. Donc c'est la seule conf qu'on a besoin de faire au niveau Elasticsearch. Donc pas bien compliqué. Ensuite, on a tous les fichiers de conf de SearchGuard, propres à SearchGuard. Donc on a tout un listing de différents fichiers. Donc l'idée, c'est quoi? On édite ces fichiers-là, qui contiennent les ACL, les méthodes d'authentification et d'autorisation. On les édite et après on lance un utilitaire pour les appliquer, pour les appliquer dans votre cluster. On peut aussi utiliser une API REST pour faire ça. Donc nous on ne l'utilise pas, mais... Donc là, le fichier de conf de base, c'est celui-ci qui montre que chez nous, on utilise plusieurs authentifications. On chaîne plusieurs authentifications. La première étant une authentification de type proxy, parce qu'on a notre single sign-on, dans lequel les gens ils vont aller sur Kibana, ils vont avoir notre single sign-on qui s'affiche, ils vont dire, voilà, ils vont entrer leur mot de passe ou présenter leur certificat, et ensuite ça va les rediriger vers Kibana. On a des certificats aussi pour les robots. On utilise des certificats pour que les robots puissent interagir avec l'API. Et on utilise aussi Kerberos pour que les humains ou les robots puissent interagir avec Elasticsearch. Donc c'est très bien intégré, ça marche très bien. Après, on a les fichiers qui concernent les rôles. Donc c'est un airback. Hein, donc on définit plusieurs rôles et on attribue les rôles aux les différentes permissions aux différents rôles, et on attribue plusieurs rôles aux utilisateurs. Donc voilà un exemple de conf. Donc, par exemple, pour les membres du centre de calcul, pour mes collègues, ils ont le droit de faire des choses dans le cluster en read-only, ils ont le droit
de lire et de faire des searches dans certains index, etc. Pour les autorisations, on peut faire des groupes, hein, on peut un peu organiser ses ACL en read, en write, en CRUD, etc. Pour la partie Kibana, il y a aussi un plugin qui permet d'avoir différents dashboards pour différents users. Youpi. C'est le problème qu'il y a dans Kibana depuis le début, quoi. Tout le monde est mélangé, c'est le bordel, quoi. Donc, grâce à SearchGuard, c'est plus le bordel. Chacun a ses dashboards. Chacun peut accéder à ceux des autres si ses autorisations le permettent, etc. Donc voilà, plugin. Donc vous avez votre navigateur qui discute avec un proxy. Par exemple, chez nous, c'est comme ça. Ça discute avec le proxy reverse, qui discute avec notre SSO, qui discute ensuite avec Kibana, qui lui fait le lien avec SearchGuard et les modules d'autorisation. Donc ça, c'est la conf Apache. Hein, je passe, mais c'est juste pour donner une idée. Dans la conf Kibana, il y a juste à rajouter les choses qui concernent SearchGuard. Donc, par exemple, chez nous, on utilise le proxy. On active le module multi-tenant qui permet à chaque utilisateur d'avoir son dashboard. Et donc, quand on arrive sur Kibana, on a tout de suite une page qui nous permet de choisir le tenant dans lequel on veut aller, et puis qui contient les différentes vues et les différents dashboards. Les gens, par exemple, de mes collègues, ils ont droit à read-write sur le tenant sandbox, qui est un peu l'équivalent du Kibana sans rien, où tout le monde met son bazar. Et puis, ils ont read-only sur tous les autres dashboards. Là, il y a une petite démo, je vais passer vite, parce que le temps presse, mais en gros, ça vous donne une idée vous pourrez le regarder plus tard si vous regardez les slides en ligne. En gros, voilà, ça s'interface très bien avec curl, etc. Donc pour automatiser tout ça, on fait comment? On a Puppet. On est des grands fans de Puppet. On est un peu à la ramasse parce qu'ils viennent de sortir 6. Donc, mais bon. On a écrit pas mal de modules techniques pour gérer tout ça. Donc syslog-ng, PatternDB, Riemann, etc. Et on en utilise d'autres qui sont cités là. Donc une idée pour montrer la PatternDB, hein, notre système qui analyse les logs et qui confronte tous les logs à des motifs. C'est quand même vachement plus joli que du XML. Et surtout, donc là, vous voyez une idée d'un pattern. Donc ça, c'est sur quelque chose qui se passe sur la console des machines. Et on a un message d'exemple avec les valeurs qui sont censées être extraites. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est les tests unitaires. Donc chaque fois que quelqu'un va pousser quelque chose dans Yara, dans Git, ce sera tout analysé. On est sûr de ne pas casser les autres patterns. Par exemple, si on fait un pattern qui match tous les messages, par exemple étoile, quoi. Et ben on peut le pousser, mais ça ne sera jamais mis en prod parce que les tests unitaires intégrés à PatternDB, syslog-ng, vont l'empêcher. Là, une idée donc, après pour les déclenchements d'actions. Donc, on a ce qu'on appelle les actions dans PatternDB. Donc, pour le pattern que je vous ai montré tout à l'heure, on va regarder, on en veut au moins 10. Et à partir de 10, on va pouvoir déclencher des mails ou des alertes Nagios. Donc, je passe assez rapidement aussi. Ça vous donne une idée de conf. Vraiment, vous pourrez aller voir plus tard. Les type int, alors... Pour Elasticsearch, on utilise aussi Puppet pour les templates. Alors, les templates, c'est un peu compliqué parce que lorsqu'on crée une nouvelle règle, on va extraire une nouvelle valeur avec une nouvelle clé. Et donc, il faut dire à Elasticsearch quel est le type. Parce qu'il faut savoir que le problème de syslog-ng, c'est qu'il ne sait pas encore trop bien faire du JSON typé. Du coup, tout est en string. Pas comme moi. Et du coup, il faut lui dire... que c'est un int, par exemple. Donc on a deux manières de faire. Soit on le gère directement dans syslog-ng, mais c'est très lourd, parce qu'il faut le dire pour chaque clé valeur. Quel est le... C'est bon, vous êtes encore éveillé. Pour lui dire pour chaque clé valeur si c'est un int, si c'est un string et ça. Ou alors on le gère directement via les templates. Donc ça, on le fait dans Puppet aussi. Pour collecter, pareil, hein, on gère tout dans Puppet grâce au module camp2camp avec les seuils. On gère Riemann aussi, donc ça c'est un exemple juste pour une alerte un petit peu plus avancée, où on va prendre l'ensemble des événements
qui mesure la mémoire, s'il reste de la mémoire, s'il y a de la mémoire de libre sur Linux, qui va prendre, il va prendre une fenêtre temporelle de 60 secondes, il va prendre tous les événements de toutes les machines, et il va regarder combien sont critiques, c'est-à-dire au-dessus de 0,1, moins de 10% de mémoire libre ou moins de 5% de mémoire libre. Donc finalement, notre Riemann, on fait des règles un peu plus haut niveau, un peu plus agrégées, comme ce qu'on ferait avec PromQL dans Prometheus, si j'ai bien compris. On peut faire des agrégations, des choses comme ça. Voilà, maintenant, on va à la partie vraiment intéressante, j'espère. Donc, 15 minutes, bon, ça va. 10 ? Ah, on vient de perdre 5 minutes. Donc voilà, c'est un peu mon expérience personnelle que j'ai dans ce projet-là qui dure depuis un certain temps. Ce qu'il faut penser, c'est, pour moi, le plus important, c'est quand même, quel que soit le stack, la stack monitoring que vous avez, ou la Frankenstack, comme certains l'ont rappelé, vous avez les extrémités qui sont les plus importantes, parce que c'est là où sont vos utilisateurs en général, ou c'est là où sont les miens. Vous avez l'extrémité collect, c'est là où sont les experts, c'est eux qui écrivent les sondes, qui écrivent ce qui collecte finalement l'information, et vous avez l'autre bout, c'est les utilisateurs qui vont voir les dashboards. Si vous changez ces deux-là, vous avez un problème. Parce qu'il faut rééduquer les gens, il faut réécrire des choses, et ça c'est terrible, quoi. Demain, si je viens de passer à Grafana pour tout le monde, si je leur dis dans un an on rechange, c'est un problème. Heureusement que je leur ai dit, toutes vos sondes collectées, vous pouvez les garder, parce que je garde collectées. Donc choisissez bien vos extrémités de stack. Pour moi, c'est important ça. C'est vraiment quelque chose qui va vous rester et qui va générer la dette technique. Voilà, pour la première leçon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, monitorer le monitoring. Leçon numéro 2. Le plus important, hein, ça a été évoqué, c'est si votre monitoring tombe, faut le savoir. Donc syslog-ng, il a du monitoring intégré, c'est la commande syslog-ng-ctl, qui permet de regarder toutes les métriques. Et parmi les plus importantes, ça va être les métriques avec la clé dropped, parce que dropped, c'est pas bon. Donc on va monitorer ce genre de choses. Et donc on a un plugin CollectD qui fait ça, qui va plotter ça, puis après on pourra mettre des alertes sur ça. Alors c'est vrai que dans l'absolu, il faudrait, si on veut monitorer le monitoring, il faudra carrément un système croisé qui monitore l'autre et qui se monitore l'un à l'autre. On n'a pas toujours les moyens de le faire. Mais monitorer grâce aux outils internes, c'est déjà un premier pas. Donc voilà, on peut avoir ce genre de choses. Ça, c'est des graphiques temps réel que nous propose Riemann, où on peut voir différents éléments du système lui-même, du monitoring lui-même, qui nous a permis de voir qu'il y avait à un moment donné des drops et des queues qui montaient. Et donc on peut regarder en temps réel ensuite ce qui se passe lorsqu'on spawn une nouvelle machine CollectD ou une nouvelle machine syslog-ng. Pour un autre moyen de faire, c'est d'utiliser des watchdogs. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors pour syslog-ng, on peut utiliser le fameux markfrec ou markmod, ce qui permet à une machine d'envoyer des logs même s'il n'y a pas de log. Parce qu'il faut pouvoir différencier entre une machine n'envoie pas de log et une machine le logging est cassé. Donc on va générer des faux messages de log et on va les monitorer. Pour CollectD, on a ce qui s'appelle dans le plugin Threshold, on peut utiliser la valeur interesting true qui permet d'envoyer une notification si jamais il n'y a plus de valeur. Parce que dans CollectD, pour le coup, vu qu'on fait du pool, s'il y a une valeur qui manque, il y a un problème avec CollectD. Donc ça peut servir. Et puis dans Riemann, c'est intégré à la base, les événements expirent. Donc on peut utiliser l'expiration des événements pour ça. L'autre chose que j'ai appris dès le début, c'est que les métadonnées, c'est vraiment ce qui est le plus important dans vos métriques. C'est bien d'avoir des nombres, mais les métadonnées elles-mêmes vont vous servir à apprendre des choses sur votre système. Là, sur les deux graphes que je montre, c'est à gauche Grafana, à droite Kibana. Donc métrique log. Je représente le nombre d'événements qu'il y a eu. Donc je me contrefous de la valeur ou de ce qu'il y a dedans, mais je regarde par rapport à l'OS. Donc là, on voit une nette augmentation d'un OS par rapport à un autre. C'est là où on a mis à jour le parc en CentOS 7 par rapport à Scientific Linux 6. Donc rien que les métadonnées elles-mêmes, elles vont vous servir. Et ça va être des métriques à part entière. Donc dans CollectD, comment on rajoute des métadonnées? Alors il y a
Nous, on utilise Riemann, donc facilement, on peut rajouter ce qu'ils appellent des attributs, donc c'est les tags. Donc dans Puppet, on met simplement des facts, hein, le contenu des facts, on les met dans les métadonnées. Et chaque fois qu'un fact, quand Puppet passe, il va changer les facts. Donc c'est pas complètement en temps réel, mais en général, l'OS de la machine, il ne change pas toutes les millisecondes, donc c'est des choses qui sont acceptables. On garde aussi l'emplacement de la machine, etc. Dans syslog-ng, on fait pareil. On rajoute des clés valeurs en utilisant ce genre de pragma. Ensuite, on a aussi appris que c'était pas bien de tout gérer dans Puppet quand même. Parce qu'au début, on va tout mettre dedans, puis après, ça, on n'aurait peut-être pas dû faire. Typiquement, Elasticsearch, on le gère maintenant avec Puppet, mais on n'aurait pas dû, quoi, parce que finalement, c'est un système distribué, il n'y a pas grand-chose à gérer. Tout se fait par du curl directement ou par des redémarrages. Donc, c'est pas une bonne idée de le faire. On peut faire certaines choses, les templates, par exemple, ça marche bien. Par contre, on ne veut pas qu'à chaque fois que la config change, Elasticsearch redémarre. Ça, on ne le veut vraiment pas. Surtout que si on n'a pas d'orchestration, comme dans Puppet, si on n'a pas Enterprise, eh ben, ils vont tous redémarrer un peu n'importe comment, etc. Et également, voilà, au début, on veut tout mettre dans Yara, et puis au final, on se rend compte. Au début, on mettait tous les dashboards de Kibana dans Yara, quoi. C'est-à-dire qu'on cliquait dans Kibana pour faire un dashboard. Ah, il est joli, on l'exporte, et après, on prend le JSON, on le transforme en YAML et on le met dans Yara. Donc, c'était pas une bonne idée. C'est mieux de gérer le backup pre-store du data store de Kibana lui-même. On peut maîtriser les flux, il faut maîtriser les flux. Collecter, c'est facile, c'est du pool. Influx, c'est pareil. Hein. Si on a trop de données, on va prendre un peu moins souvent. Dans syslog-ng, si on a trop, on ne peut pas trop gérer, donc on met des fail-safe, comme du throttle, par exemple, ce qu'on peut faire dans syslog-ng. Il faut se donner du mou. Vraiment, dans la stack, il faut mettre un peu des caches partout. C'est génial, sauf pour le speed layer, on ne veut pas de cache. Mais... Donc, pour ce que nous, on utilise le disk buffer de syslog-ng, qui nous permet de cacher localement. CollectD, il a un buffer en mémoire. C'est mieux que rien. Là, il y a une nouvelle fonctionnalité dans syslog-ng qui est du failover, failback. Donc ça, c'est bien aussi. Si jamais on a un serveur qui tombe, on a un peu de résilience. CollectD, c'est plus du do-it-yourself. Donc on peut faire plusieurs serveurs. On peut le faire, mais bon, il faut le faire, mais c'est un peu plus manuel. Envoyé par l'eau, toujours. Alors, pareil, ça réduit la latence. Donc pour le speed layer, c'est pas top, mais des fois, on est obligé. Donc dans Riemann, on envoie par batch. Et dans syslog-ng aussi, pour quand on envoie dans Elasticsearch, on envoie par plusieurs milliers. Comme il y en a plusieurs milliers par seconde, c'est pas bien grave. Le tiering, c'est bien aussi. C'est-à-dire que vous avez un stockage à différents niveaux, rapide, plus lent, très lent, etc. Donc ça, on peut le faire grâce à Elasticsearch. Un exemple ici, où on a un tiering basé sur des serveurs data qui ont des SSD et d'autres qui ont des disques spinning. Et ensuite, on utilise Curator pour... donc tout ça toujours dans Puppet pour redistribuer les données au moment voulu. Dans le batch layer, on n'a pas besoin de latence très courte, donc je vous conseille vraiment de jouer avec cette valeur-là. Ça évite en plus que les gens ils appellent refresh sans arrêt dans Grafana ou dans Kibana. Donc je crois que l'année dernière, il y avait un talk avec plein d'astuces pour améliorer un peu les perfs de ES. Il y a un autre truc qui peut être intéressant pour ceux qui stockent dans Elasticsearch, les métriques, c'est de ne stocker que la métrique et pas les métadonnées. Parce qu'on gagne beaucoup d'espace. Dans la mesure où les métadonnées, on peut toujours les chercher, on peut les utiliser pour chercher, pour les trouver les données, mais au final, sur le plot, il n'y aura que la valeur. Donc si on stocke que la valeur, en utilisant cette conf-là, on gagne pas mal d'IO sur disque. Je fais le test, on gagne quand même pas mal. Les mappings, c'est super, mais c'est chiant. C'est chiant parce que Kibana, il est très con, et quand le mapping a changé, il veut pas nous aider, quoi. Il veut pas nous faire alors qu'il pourrait, mais il le fait pas. Et donc, nous, on le fait pas encore, mais il faut qu'on le fasse. Il vaut mieux versionner dès que vous changez le mapping, dès que vous changez n'importe quel, vous changez de version. Et donc, vos index, ils seront préfixés par la version. Ça peut être bizarre à gérer, mais en fait, si vous utilisez des alias, c'est très simple, et ça vous permet ensuite dans Kibana d'avoir des données cohérentes. De toute façon, moi, des conflits de type, j'en ai des milliards, quoi. Et c'est chiant. Donc faites-le.
Voilà, il y a un blog qui est pas mal sur syslog-ng, si vous décidez d'utiliser syslog-ng pour envoyer dans ES, qui explique un peu les petits problèmes qu'on a au début. Donc allez voir là. Dans l'avenir, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Alors le Run 3 du LHC, pour revenir un peu aux sources, c'est prévu en 2021. Là, ils vont l'arrêter jusqu'en 2021 pour augmenter la puissance des aimants et tout ça. On va avoir entre 5 et 10 fois plus de données. Alors ça, c'est à la louche. Parce que, en fait, les prédictions des physiciens sont toujours très à la louche, quoi. Combien de louches? À la louche, 5 louches en plus. On ne sait pas. Et du coup, nous, on va devoir... on a la place. Il y a une BD qui a été faite dans Spirou. Il faut que je trouve le numéro. On a plein d'endroits, plein de places pour mettre plein de serveurs en plus. Mais il va falloir réfléchir un petit peu pour le monitoring. Alors, je vous ai dit, on est scalable avec la solution actuelle. C'est vrai, on est scalable. Point de vue matériel, on rajoute des machines et puis ça marche. Mais les humains ne sont pas scalables. Et les humains, c'est toujours nous qui gérons les motifs. La pattern DB, je vous ai parlé de la pattern DB. Ce graphique-là, il montre, en rouge, c'est ce qu'on ne connaît pas. Et en bleu, c'est ce qu'on connaît. Donc au début, on était à 60% de inconnus. Là, on est à 80%. Donc en fait, on connaît de moins en moins. La grosse partie de cette augmentation, c'est le passage à CentOS 7. Parce qu'il faut se retaper tous les patterns, on ne peut pas faire. Il y en a 300, il y a plein de trucs partout. Et puis il y a de plus en plus de métriques aussi. Il y a une augmentation phénoménale de métriques. Par exemple, dans CollectD, si vous passez à des kernels 3, vous avez plus de métriques. Donc potentiellement, on ne les connaît pas. Donc soit on fait du machine learning, il y a des voyants pour ça, il y a même le Bon Coin, c'est pas un fake. Celui de gauche, c'est un fake, celui de droite, non. Donc sur le Bon Coin, on peut avoir des cours en machine learning. C'est pas notre métier, le machine learning. Au centre de calcul, on est des informaticiens, donc on ne sait pas faire. Alors à Monitorama, j'ai vu des trucs vraiment intéressants qui montraient des gens qui ont implémenté des choses vieilles de 50 ans, voire plus, mais ils les ont implémentées. Sinon, on se fait chier avec des thresholds, des seuils fixes. C'est complètement débile. On pourrait faire des prédictions. On pourrait faire du Holt Winters, ce que fait RDTool toujours. On revient toujours à RDTool. Hein. C'est le seul outil qui le fait out of the box et qui est gratuit, quoi. Out of the box, je dis. Prometheus le fait aussi, merci. Merci Aurélien. Oui, mais il ne fait pas d'autres trucs que RDTool il fait. Du coup, voilà, pourquoi on ne le fait pas? Donc, il y avait un talk très intéressant de Joros à Monitorama qui le font as a service, donc c'est fermé, mais il nous a montré comment il le fait. Donc, et puis, c'est pas compliqué. Les maths sont vieilles de 50 ans. Également, donc ça c'est pour les métriques, prédire les métriques dans le temps, faire des trucs plus intelligents que les seuils. On a aussi la partie log. Donc là, on a des solutions. On devrait faire de la génération automatique de motifs. Plutôt que ce soit un humain qui se tape les regex, il faudrait que ce soit un ordinateur qui regarde ce qui change, qui génère les regex, etc. Donc c'est pareil, c'est faisable. Il y a déjà un projet qui existe. Donc là, on aimerait prendre un stagiaire. Donc on est déjà en discussion avec le labo de l'autre côté de la rue. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et l'idée, c'est de faire un stage, mais qui débouche sur un code qu'on utilise en prod. Donc c'est vraiment l'idée, quoi. Voilà le détail sur les prédictions saisonnières, dont le papier date de 1954, je crois. 54. Voilà, donc on peut prédire plus à l'avance, on peut notifier en prenant en compte le temps de réaction, etc. C'est fini. J'ai fini. Voilà. Merci. Il n'y a plus de temps pour les questions, alors c'est 2 minutes, merci. Très rapide. Attention. Raté. Le multitenant pour Kibana, je crois que c'est payant. Ouais. Par contre, si vous faites pas, si vous êtes non-profit, c'est gratuit. Hein. Pour nous, c'est gratuit. Hein. Je crois pas qu'il y en ait d'autres ici. Oui, on va utiliser Prometheus.
Le multi-tenant, c'est rien de plus que finalement l'intégration avec Kibana. Derrière, c'est SurgeGuard qui va filtrer. Donc. Et au niveau SurgeGuard, tu peux filtrer au niveau index, au niveau document et même au niveau field. Donc tu fais vraiment ce que tu veux. Après, au niveau field, de nouveau, je crois que c'est payant. Mais vraiment, hein, c'est pas X-Pack, quoi. C'est pas 50 000 euros par machine. Oui, ouais. Ouais. Il marche le micro parce que j'entends pas. Je crois qu'il marche pas. Oui, voilà, tout le monde travaille il y a les mêmes dashboards. Après, tu peux te débrouiller. Hein. Je sais que par exemple le CERN, ils utilisent un virtual host par utilisateur. Donc bon, tu peux faire, hein, tu peux faire autrement. Tu veux Vas-y, de toute façon, il marche pas. Le live stream marche pas non plus, donc c'est pas grave. Pardon. Alors, la question, c'est l'intégration de SurgeGuard au niveau avec OS. C'est vraiment simple. C'est vraiment simple. L'intégration de SurgeGuard, donc au niveau d'Elasticsearch, la conf, c'est pas compliqué. Les gens, ils pleurent toujours parce que SSL, c'est compliqué, quoi. C'est quoi une CA, c'est quoi machin. Donc c'est juste pour ça en fait. Et du coup, ils en ont eu marre de ça. C'est pour ça qu'ils ont fait un GUI et ils ont même un générateur ils ont du code qui permet à la volée de générer des certificats. Enfin, ils ont tout fait pour que ce soit simple, quoi, vraiment. Et l'écriture des airbags, c'est juste trouver la bonne permission. Et franchement, c'est un peu comme SE Linux, quoi. Tu regardes dans les logs, qu'est-ce qu'il n'a pas eu le droit de faire, et tu lui rajoutes ça. C'est simple, quoi.